Que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, que la décroissance, on va pas y couper. Pourquoi on parlerait pas d'écologie ? Ouais, parce qu'on s'en branle. Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. Les décideurs, c'est toi les décideurs. Écoutez, tout ça est du pur délire et il y en a au bas mot pour 250 milliards d'euros. Ah ouais, c'est chaud, hein. Peut-être c'est pliant. Bienvenue dans C'est chaud, un podcast pour sortir de l'inaction climatique et penser l'économie et la société de demain. Je suis Laïla Alak, économiste et productrice de ce podcast, et aujourd'hui je vous laisse avec Stéphanie Bascou, journaliste à 01net.com, et Robin Lemoine, enseignant et journaliste indépendant. Tous les deux, ils vont vous parler de catastrophes climatiques, de prédire l'imprévisible et de vos droits. Bonne écoute! Salut Robin. Salut Stéphanie. Alors, on part sur quoi pour notre deuxième épisode ? Je dirais, il nous faut un sujet un peu buzz, qui donne envie, quoi. Alors, pourquoi pas ? Justement, je voulais te parler d'un truc hyper intéressant que j'ai lu dans le journal Le Monde. Ok. Ça concerne les assurances. Les assurances, genre les compagnies d'assurance ? AXA, LAMAF, Groupama ? Oui, c'est ça. T'es pas en train de me dire quand même qu'on va faire un épisode entier sur les assurances ? On s'en fout, non ? Eh ben, on devrait pas. Ça nous concerne toutes et tous. Et en ce moment, il se passe des choses qui pourraient bien mettre pas mal de gens dans la mouise. Ok. Explique-moi alors. Bon, en gros, les assurances, c'est les entreprises privées qui assurent ton appart, ta voiture ou encore ton vélo. Tu paies tous les ans ce qu'on appelle une prime, et si tu te fais voler, qu'on t'abîme un de tes biens ou que tu subis une inondation, eh bien, elle te rembourse en fonction des termes du contrat. Ok, je vois. Mais encore ? Tu vois, il n'y a pas seulement les particuliers qui souscrivent à des assurances. Il y a aussi les mairies ou les collectivités qui vont assurer leurs bâtiments publics, leurs terrains de foot, leurs rues. Et selon plusieurs rapports, pour certaines communes, le montant des primes explose. Il y a même des communes qui ne peuvent plus souscrire à des assurances et qui s'auto-assurent. Et on sait pourquoi ? Oui, en fait, c'est pas si compliqué. Le coupable serait, à première vue, le réchauffement climatique. Parce que les communes les plus touchées par les catastrophes coûtent cher aux assurances. Donc je comprends. Plus ta commune est touchée par la sécheresse ou par les inondations, plus la compagnie qui t'assure va devoir passer à la caisse. C'est ça. Et en fait, le problème, c'est qu'avec l'augmentation des aléas extrêmes, ça coûte de plus en plus cher aux assurances. Peu importe qui elles assurent. D'ailleurs, dans l'article dont je te parlais, Pascal Demurger, le PDG de la Maïf, explique que le coût pour les assurances des événements climatiques double tous les 4 ou 5 ans. D'accord, mais attends, pour revenir aux communes, tu disais que certaines communes ne pouvaient plus s'assurer. En gros, ça veut dire que les compagnies désertent certaines régions parce que ça leur coûte trop cher ? Selon ce papier et plusieurs rapports, c'est exactement ça. Mais c'est légal ça ? Les gens ne peuvent pas se défendre par rapport à ça ? Ne me dis pas que c'est juste la loi du marché qui prévaut dans l'assurance. Ça veut dire que bientôt, des gens, des communes ou des entreprises ne vont plus être assurés ? Ou que le contrat d'assurance va devenir un bien réservé aux riches ? Ou en tout cas à ceux les moins exposés aux aléas climatiques ? Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Ah, mais tu vois que ça en pose des questions. Mais dans l'idée, il faut être beaucoup plus nuancé. Parce que le système français est assez particulier. Bon bah bravo, là ça me donne envie. Je suis hyper chaud. Eh ben go, au boulot. Au boulot. Et oh, et oh. Les assurances vont-elles se défiler face à l'effondrement ? Alors pour commencer, il faut comprendre comment fonctionne le système assurantiel français, car il est très particulier. Honnêtement, même nous, on n'y connaissait rien. Et depuis qu'on bosse sur le sujet, on peut dire qu'on y voit un peu plus clair. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que concernant les catastrophes naturelles et l'atteinte aux biens, le système français fait coexister deux modèles. D'un côté, on a le privé et la loi du marché, de l'autre, le régulateur public, l'État et des obligations légales. Partons du premier. Vous le savez sûrement, mais lorsque vous faites assurer votre maison ou votre voiture, vous payez chaque année ou chaque mois ce qu'on appelle une prime. Le niveau de cette prime est déterminé en fonction de 4 choses. 1. Le niveau de concurrence. Dans l'idée, plus la concurrence est forte, moins la prime sera élevée. 2. Les termes du contrat. Plus vous prenez d'options, plus vous serez protégé. 3. L'exposition de votre maison ou de votre voiture au risque de catastrophe. Plus je suis à risque, plus je paie. Et 4. Votre comportement en termes de protection et de prévention de vos biens. Plus je vais faire attention et moins je paierai chaque mois. Mais attends, les niveaux des primes, ça dépend aussi d'obligations légales. Les assurances, elles peuvent pas faire exploser les prix comme ça du jour au lendemain. Alors non, tu as raison, mais on reviendra sur ce point un peu plus tard. Ok, mais du coup tu parlais d'options juste avant. J'ai une question. Prenons une personne lambda.
Elle a une assurance dommage classique pour sa maison. Mais elle n'a pas souscrit à l'option « Vous êtes protégé si un tsunami défonce votre maison ». Si effectivement, un tsunami défonce sa maison, ça veut dire qu'elle ne touchera rien ? Eh ben si, en fait. Parce que dès qu'une personne souscrit à un contrat d'assurance garantissant les dommages aux biens, elle est protégée contre tout un tas de catastrophes naturelles. Ok, pourquoi ? Alors c'est là où intervient le second modèle. T'es prêt ? Faut s'accrocher un petit peu. Allez, on se concentre. Le modèle repose d'abord sur des règles imposées par l'État. Ceux qui souscrivent à des contrats d'assurance aux biens, les particuliers, les communes ou encore les entreprises, mettent tous, en plus de payer leurs primes, un peu plus de sous dans une cagnotte qu'on appelle la branche CatNat. Ça, c'est obligatoire. Cette cagnotte est gérée par la CCR, c'est la Caisse centrale de réassurance, qui est une entreprise publique. Ah oui, je vois. Ces quelques billets en plus dont tu parles, c'est ce qu'on appelle la surprime. J'ai lu que le taux de cette surprime était aujourd'hui de 12% sur les contrats d'assurance dommages habitation et biens professionnels. Ça veut dire que moi, Robin Lemoine, habitant de Paris, je paye tous les mois cette surprime alors qu'a priori, je ne vais jamais me faire emporter par une tornade. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le principe de solidarité. Tu payes pour ceux qui sont matériellement touchés par ces phénomènes, et là on peut se dire « T'es pas juste !» Mais en fait, pour que ce système tienne, on n'a pas vraiment le choix. Initialement, on demandait seulement aux personnes qui souhaitaient s'assurer contre les catastrophes naturelles de payer cette surtaxe. Mais évidemment, il n'y avait pas assez de personnes qui prenaient cette option. Alors le législateur français a eu une idée de génie. Et ça, c'est Myriam Merad qui nous l'explique. Elle est directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'université Paris-Dauphine et co-autrice du rapport « Adapter le système assurantiel français face à l'évolution des risques climatiques ». Il y a tout un cadre qui a été défini par ce qu'on appelle la loi risque sur les catastrophes naturelles, qui est une loi qui a été promulguée le 13 juillet 1982. Et cette loi-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? En fait, elle pousse au niveau des compagnies d'assurance à inclure dans les contrats une partie qui va toucher les catastrophes naturelles, et notamment sur les contrats visant l'habitation et les biens. Ok, mais du coup, il y a un truc que je comprends pas. Comment cet argent est distribué aux victimes ? C'est quoi le processus ? Imaginons, une commune est touchée par des inondations. D'abord, elle doit faire la demande auprès des services de l'État pour être reconnue comme étant en situation de catastrophe naturelle. Et ensuite, il faut un arrêté ministériel. Myriam Merad. Il faut qu'à la suite d'un événement fortement dommageable, que l'on appelle ici une catastrophe, ou une catastrophe majeure, il faut qu'il y ait un arrêté ministériel ou interministériel qui soit publié au journal officiel et qui reconnaisse l'état de catastrophe naturelle. Et donc, si l'état de catastrophe naturelle est décrété, les assurances sont obligées d'indemniser les victimes, particuliers, entreprises ou communes. Mais attends, du coup, ce sont les assurances qui payent ou la CCR avec la branche CatNat ? Je vais t'expliquer. Dans un premier temps, les assurances sont dans l'obligation d'indemniser les victimes. Ensuite, les assurances vont demander elles-mêmes à se faire assurer par la CCR. Donc, comme tout assuré, elles doivent payer une prime pour cette couverture. Et là, grâce aux fonds récoltés via la surprime CatNat, la CCR rend flou en partie les compagnies d'assurance. Pourquoi ? Eh bien justement parce qu'elles font face aux conséquences financières des catastrophes naturelles reconnues. Pour conclure sur tout ça, c'est dans la loi. Et comme les Français assurent beaucoup leurs biens, la base est solide. Si vous voulez entrer davantage dans le détail du processus, on vous met des liens en description. Et pardon Robin, mais CatNat, ça comprend n'importe quelle catastrophe naturelle ? Non, sinon ce serait trop simple. Le régime CatNat n'a vocation qu'à couvrir des risques naturels inassurables par le seul secteur privé. Il intègre notamment les inondations, les séismes, les cyclones, notamment dans les Outre-mer, ou encore la sécheresse. En revanche, il ne protège pas des incendies, des tempêtes, de la grêle ou de la neige, car ces risques sont déjà couverts par des contrats spécifiques. Allez, on respire un petit coup et on reprend. Ok, on inspire, on expire. Et ça marche ou pas ? Selon plusieurs rapports d'experts, ce système est plutôt efficace et permet une bonne indemnisation des victimes. Bon bah super, du coup pas de problème, fin d'épisode ? Et non Parce que d'autres questions se posent et surtout parce que la branche CatNat a un gros problème. Depuis 2015, elle est déficitaire chaque année. Selon le rapport coécrit par Myriam Merad à la demande du gouvernement, le régime d'indemnisation des CatNat serait déficitaire à hauteur de 1,3 milliard d'euros par an à climat actuel.
Retenez bien ça, climat actuel, c'est important pour la suite. Alors, pourquoi il manque des sous ? On a interrogé des assureurs français, mais sans parvenir à avoir une interview complète. Ils nous ont expliqué que la sinistralité climatique, c'est-à-dire le total des indemnisations liées à un sinistre climatique, est en hausse constante depuis les années 80. Et ça, c'est pas prêt de s'améliorer. Si on lit les rapports du GIEC et qu'on ne bouge pas, non. Mais du coup, je résume. 1. Les catastrophes naturelles se multiplient. Donc, les occasions d'indemniser, et donc de casser la tirelire, se multiplient. Et 2. Il n'y a pas assez d'argent dans les caisses CatNat pour faire face à cette demande. Alors, comment faire pour équilibrer le modèle ? En gros, il y a 3 leviers. Pour le premier, on peut faire 3 choses. Soit on diminue les cas d'indemnisation, soit on réduit les indemnisations, ou soit on part sur une logique de marché où les assurances font ce qu'elles veulent. Mais on est d'accord, c'est pas ce qu'on veut. Oui, Robin, on veut que tout le monde soit protégé contre les catastrophes naturelles et le plus possible. Juste pour l'exemple, en 2021, le sud-ouest de l'Allemagne est touché par de graves inondations qui entraînent la mort de 180 personnes et des dégâts matériels estimés à 35 milliards d'euros. Mais le problème, c'est que le système allemand ne protège pas tous ses citoyens face à ces événements. Seulement 50% d'entre eux le sont parce qu'ils ont souscrit personnellement une assurance. C'est la loi du marché. Ce qui veut dire que pour la moitié des sinistrés, il n'y a aucune indemnisation. Et même pire, dans l'une des régions les plus touchées en 2021, la Rhénanie-Palatinat, seulement 40% des habitants avaient une assurance contre les dommages naturels aux habitations. Pour les autres, tant pis. D'ailleurs, en ce moment, des Länder, donc des régions allemandes, et plusieurs partis politiques veulent obliger les propriétaires à souscrire une assurance contre les catastrophes naturelles. En gros, ils veulent s'inspirer du modèle français. On est d'accord sur ce point. Il y a donc un deuxième mécanisme à activer. L'idée, on renfloue davantage la caisse. Donc, on augmente le taux de surprime. Et en fait, ça va être fait. En janvier 2025, on va passer d'une surprime en moyenne de 25 € par an et par contrat à 40 € par an. Ça représente 1,5 € supplémentaire par mois et par contrat supplémentaire. On peut dire que ça reste acceptable et donc assurable. Mais on sait que ce n'est qu'une première étape. Et toute la question, c'est de savoir jusqu'où on pourra aller sans atteindre le point de non-retour. Exactement. Par exemple, selon la Caisse centrale de réassurance, la CCR, en fonction des scénarios, la hausse de la sinistralité, donc les indemnisations liées au sinistre, du seul fait du climat serait comprise entre 27% et 62% en moyenne à horizon 2050. Donc ça fait beaucoup. Et même pour aller plus loin, selon France Assureur, le montant des sinistres dus aux événements naturels pourrait atteindre 143 milliards d'euros en cumulé entre 2020 et 2050, ce qui représenterait une augmentation de 93% par rapport à la période 1989-2019. En effet, ça donne un peu le vertige. Mais attention, le chiffre de France Assureur doit être pris avec précaution. Myriam Merad. Il y a des arguments qui vont à l'encontre de cette étude quand on parle de l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques. Si on a compris que l'aléa ne fait pas le risque, c'est des éléments contributeurs, on a compris que si on a plus de pertes, ce n'est pas dû uniquement au climat, c'est dû à des investissements de prévention qui viendraient à manquer, à une augmentation de la vulnérabilité, à un partage de la culture du risque et de la résilience qui n'est pas au même niveau. Ce que dit notre invité ici, c'est qu'il est important de faire la distinction entre deux choses. Le risque que quelque chose se produise et que des biens soient touchés, et l'aléa, le fait qu'un phénomène imprévisible ait lieu. En gros, l'aléa ne fait pas forcément le risque. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il peut y avoir un aléa, d'inondation, de tempête, de sécheresse, etc. Sauf que cet aléa, si on se protège correctement, via notamment des investissements importants dans la prévention et l'adaptation, ça permet de diminuer le risque. Et inversement, de toute façon, l'aléa n'est pas forcément dû à un risque anticipé. Donc, encore une fois, on est sur des études de projection, il faut donc y faire très attention. L'objectif, c'est pas de réduire l'aléa, de réduire la probabilité de subir une tempête. L'idée, c'est de rendre moins vulnérables les biens et les personnes, c'est-à-dire d'essayer de réduire les dégâts que le passage de cette tempête pourrait créer. Et ce qui est intéressant dans ce que dit notre invité, c'est que le sujet principal, ça ne va pas être seulement l'après-catastrophe, mais c'est l'anticipation, l'adaptation et la préparation des populations. Et c'est ça, le troisième levier à activer, au-delà de renflouer les caisses. En France, il existe d'ailleurs un fonds public pour ça, c'est le fonds Barnier. On est là avec Michel Barnier, tout ça, super. Énorme ambiance.
il est doté d'environ 400 000 millions d'euros en 2024. Son objectif, c'est de subventionner la réalisation de travaux pour réduire la vulnérabilité des bâtiments, de mettre les occupants en sécurité et de réduire les dégâts. Et il existe d'autres fonds qui vont dans ce sens, MaPrimeRénov' pour rénover son logement par exemple. Tout à fait. Mais pour aller plus loin dans l'adaptation, parce qu'il va falloir aller plus loin, surtout dans les territoires d'outre-mer, il va falloir aussi développer l'investissement privé. Alors, c'est vrai, le secteur de l'assurance investit déjà. On parle de plusieurs centaines de millions d'euros dans des projets de tests, dans l'immobilier, dans des campagnes de prévention, etc. Mais le privé va devoir faire beaucoup plus. Et les assurances notamment, si elles ne veulent pas que leurs factures soient trop lourdes. Et surtout, parce qu'on peut considérer que ça aussi, ça fait partie du volet prévention, il va falloir arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Tu parles des assurances là ? Elles investissent dans le fossile ? Attends, elles tirent sur une sonnette d'alarme alors qu'elles participent à la création du feu ? Bah oui, en gros, c'est ça. Mais, et c'est tout de même important de le souligner, les compagnies font des efforts. On peut le voir dans un rapport de mai 2024 réalisé par l'ACPR, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Selon ce rapport, les financements des assureurs sont passés de 14 milliards d'euros en 2021 à 7,7 milliards en 2022 pour le charbon. Pour le pétrole et le gaz, ils sont passés de 37 milliards d'euros à 28,7 milliards. Alors déjà, c'est toujours trop, d'autant que le secteur veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Et deuxièmement, les auteurs du rapport regrettent des lacunes significatives pour de nombreuses raisons. Pour aller plus loin sur ce sujet, on vous met quelques sources en description. Bon, ok. Il y a du boulot sur ce point. Je pense qu'il nous reste encore un dernier truc à traiter, Robin. Et c'est potentiellement l'un des points les plus sensibles. Lequel ? Tu te souviens de l'article du Monde dont on a parlé au tout début ? Oh mais oui, c'est vrai que certaines communes ne parviennent plus à trouver d'assureurs parce qu'elles représenteraient trop de risques, ou alors que leur prime explose. Selon un rapport publié en 2024, 1500 communes sont dans cette situation. C'est ça exactement. Et justement, on a demandé à Myriam Merad si ce chiffre est vraiment représentatif de la situation dans l'Hexagone. Je n'ai pas encore d'éléments qui affirment ou confirment les choses. Mais néanmoins, on va dire que ce qui est intéressant, c'est ce que cache justement ce chiffre avancé. Et en fait, il y a des situations particulières qui sont dues à l'augmentation. Ce que dit le rapport, c'est qu'il y a une augmentation des risques climatiques, et notamment en matière d'inondation, de tempêtes et de phénomènes météorologiques extrêmes. Pour ces raisons, en fait, ce qui a été les raisons du choix des assureurs de déserter, et il y a certains arguments qu'on pourrait résumer de la manière suivante. L'augmentation des risques liés au changement climatique, et une façon de caractériser les risques dans le domaine des préventeurs des risques ou des assurances, c'est la probabilité, le calcul d'une probabilité de répétition d'un événement ou sa fréquence, et la gravité des sinistres. Et là, en fait, les assurances ici considèrent qu'il y a un coût effectivement un peu trop élevé, et donc ils ont des contrats un peu à haut risque. Il y a aussi des questions derrière ça pour ceux qui désertent, des questions de solvabilité, de rentabilité qu'ils évoquent, notamment en fait s'ils veulent gérer leurs risques, donc maintenir leur solvabilité en tant que compagnie d'assurance. Mais du coup, il y a 3 questions qui se posent. D'abord, est-ce que c'est légal d'augmenter fortement les primes ou encore pire, de résilier un contrat de protection des biens ou de ne pas en proposer ? Alors, en théorie, oui. D'ailleurs, selon une étude, elle prévoit déjà de le faire largement d'ici 2050. Mais il y a un mécanisme prévu par l'État pour que personne ne soit exclu du système et ne paie au-delà des risques que les particuliers et les autres prennent. Si tu trouves que ta prime est trop haute et que tu ne trouves pas d'assureur, tu peux faire appel au bureau central de tarification qui pourra juger de la situation et obliger l'assureur à t'assurer ou à baisser la prime. Mais bon, si on regarde les chiffres de la BCT, les recours qui sont formés auprès de cet organisme ne sont pas très nombreux. Et autre point, ils n'ont pas augmenté d'une année sur l'autre. Il n'y a pas plus de recours qu'avant. Attends, je pense à quelque chose. C'est pas parce qu'il n'y a pas de signalement auprès de la BCT qu'il n'y a pas des cas abusifs. C'est peut-être que les gens ou les communes ne savent tout simplement pas qu'ils peuvent faire des recours. J'en ai justement discuté avec Myriam Merad. Et en fait, ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire est encadré. Donc ils ont le droit de refuser, moyennant un certain nombre d'arguments, les assureurs. Cependant, si en fait personne ne saisit l'autorité,
et il n'y a pas de contrôle par l'autorité, tout est possible. Tu vois ? Donc, d'une certaine manière, pas vu, pas pris. Tout est possible. Donc, le fait que le nombre de recours n'ait pas augmenté ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas plus de refus ou d'augmentation importante des primes. Mais Robin, ça voudrait dire que dans certains cas, les assurances sont un peu malhonnêtes ? Alors, pas tout à fait. Mais il faut 3 choses pour que le système soit plus vertueux. D'abord, il faut arrêter de confondre risque et aléa, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, il faut que les assurances utilisent de meilleurs outils pour fixer le niveau des primes. Et ça, même le secteur de l'assurance nous l'a dit. En termes de catastrophe climatique, il est difficile pour eux de juger du risque qu'ils prennent, parce que oui, ils prennent des risques, mais il faut savoir les juger correctement. Sinon, oui, on a peur et on met des primes très élevées. Et donc, il ne faut pas se baser seulement sur l'aléa et le risque, mais sur la vulnérabilité. Car elle prend davantage en compte les investissements réalisés par les particuliers, les communes ou les entreprises pour se protéger contre les aléas. Imagine que moi, je suis défavorisée et je suis obligée d'habiter dans une zone où il y a beaucoup de phénomènes qui se passent. Je suis en zone assez critique. Mais imagine en même temps, même si j'ai peu de moyens, j'investis de manière intelligente et je suis toutes les mesures de prévention qu'on m'a demandé de mettre en place. Donc, pour réduire ma vulnérabilité. Même si je suis en rouge, j'ai mis mes mesures de prévention. Je suis en aléa fort, mais en risque faible. Comme c'est plus difficile pour une partie des assurances de cartographier l'état des investissements en mesures de prévention des communes et l'état des vulnérabilités, beaucoup de politiques de sélection d'un certain nombre d'acteurs à assurer ou non se fait sur l'aléa, et certains vont se retrouver exclus sous prétexte d'un risque élevé. Donc ça, c'est la première chose à faire. Mieux cartographier et améliorer les outils. C'est l'une des recommandations importantes du rapport de Myriam Merad. Et bien entendu, ça aussi c'est dans le rapport, la deuxième chose à faire sur ce point, c'est de faire connaître aux acteurs leurs droits. S'ils font des investissements pour protéger leurs biens, ce n'est pas normal qu'ils paient cher leurs primes. Mais s'ils ne connaissent pas les droits et comment ils peuvent être réclamés, et qu'est-ce qui s'impose aux tiers, et bien en fait, voilà, on aura des masses dormantes et des masses passives au lieu d'avoir des gens, pour ne pas prendre l'anglicisme, c'est empowerment. C'est en fait c'est redonner le pouvoir et les moyens d'exercice du pouvoir et de l'action aux individus. Bon, d'accord. Et moi, Stéphanie, j'ai une dernière question. Parce qu'on tire régulièrement la sonnette d'alarme par rapport aux conséquences du réchauffement climatique. Mais factuellement, le réchauffement climatique et les aléas qui vont suivre vont-ils mettre en péril la solvabilité des assurances françaises ? Dit autrement, est-ce que leurs caisses sont assez bien remplies pour ne pas déposer le bilan en 2030 ou 2050 ? Parce que ça, pour le coup, ce serait hyper chaud. Alors, a priori, et ça peut paraître étrange, mais non. En fait, les assurances ont plutôt leur trésorerie bien remplie, et donc se protègent plutôt bien. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ACPR qui a mené récemment ce qu'on appelle un stress test climatique. C'est quoi un stress test climatique, Stéphanie ? C'est un outil qui permet de tester la résistance d'une assurance au réchauffement climatique, dans des versions plus ou moins apocalyptiques. On va demander aux assurances qui souhaitent participer à cet exercice, sur la base du volontariat, d'évaluer sur tant d'années les conséquences du réchauffement climatique et des mesures de transition sur leur caisse. On leur dit par exemple, voilà, ces 2 prochaines années, on va avoir 2 épisodes consécutifs de fortes sécheresses, puis de très fortes inondations, avec en prime une tempête et la rupture d'un barrage hydraulique. Comment vous vous en sortez ? Ou alors, sur les 30 prochaines années, on a une hausse de 2 degrés ou plus et des épisodes climatiques extrêmes plus fréquents et plus importants de sécheresse, d'inondations ou de submersion marine. Comment évolue votre bilan financier ? D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, pour être honnête, je m'attendais pas à ça. Mais ça va plutôt bien. Lors du dernier stress test mené par la CPR en mai 2024, et c'était le 2e en France, 15 assurances ont participé et toutes s'en sortent plutôt bien. Bon, en gros, il n'y a pas de problème du coup. Les assurances pleurent, mais en fait, elles vont très bien. Alors si, quand même, sinon ce serait pas drôle. Tout n'est pas rose. Côté assuré, c'est même la cata. Ça va être des primes bien plus chères, plus de sinistres et des zones en France où il sera clairement difficile, voire impossible de s'assurer. Côté assurance, on voit que leur placement dans des activités fossiles et dans l'immobilier perdrait beaucoup de valeur,
Mais malgré ça, les assurances n'envisageraient toujours pas forcément de réallouer leurs placements ou de modifier leur modèle économique. Bah oui, tant qu'elles gagnent de l'argent, c'est difficile de leur faire changer de disque. Ça, c'est un vrai problème et c'est l'ACPR qui le dit. Ce sont donc les choix de portefeuille présents et non se réaliser dans 30 ans qui conditionnent la trajectoire du climat dans la seconde partie du siècle. Donc en gros, c'est bougez-vous quoi. Oui, je cite le rapport qui s'adresse aux assurances. Prenez en compte rapidement le risque climatique dans votre stratégie, votre gouvernance et vos modèles internes. Bon, si on peut résumer. D'abord, les assurances ne vont pas faire faillite demain matin. Ensuite, il faut que les assurances fassent un gros boulot sur la cartographie, l'évaluation des primes et qu'elles se basent davantage sur la vulnérabilité. Que le système CatNat est un système qui fonctionne bien, mais qu'il doit et va être rééquilibré. Et surtout, et ça c'est le nerf de la guerre, il faut investir massivement, public comme privé, dans l'adaptation et à la protection face aux conséquences du réchauffement climatique. Aussi bien pour que les primes n'augmentent pas et pour que les AXA et autres dorment sur leurs deux oreilles. Et surtout pour qu'on se protège, nous, ensemble. Et d'ailleurs, toi, Robin, t'as fait des travaux pour te préparer à l'effondrement ? Oh, je suis locataire, hein, c'est pas à moi de le faire. Je verrai ça plus tard. Ou pas. Merci Robin et Stéphanie pour cet épisode. Il permet de comprendre le chemin qu'il reste à faire pour rendre ce système plus vertueux et mieux nous protéger. Si je retiens une chose de cet épisode, c'est vraiment qu'on s'arme en connaissances et en investissement pour se protéger. Alors, on a surtout parlé ici de transformer de l'intérieur le système assurantiel. Mais, bien sûr, on peut aller plus loin. Faut-il étendre les garanties publiques ? Ou promouvoir des organismes non lucratifs comme les mutuelles. Car payer plus pour protéger plus les autres et moi, ok. Mais faire exploser les rémunérations de dirigeants et d'investisseurs, bof. Allez, on se retrouve bientôt pour creuser tout ça. Si vous aussi vous avez aimé cet épisode, et c'est chaud de manière générale, n'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des petites étoiles sur les plateformes Apple et Spotify. Et, on se lance en indé, nous soutenir sur tipeee.com. Vous avez tout en description. À bientôt! C'est chaud est un podcast produit par Flèche Sonore. Écrit et animé par nous, Robin Lemoine et Stéphanie Bascou. Directrice de production, Leïla Alak. Chargée de production, prise de son et montage, Agathe Potin à l'Académie du Climat.